Salut à tous ceux qui sont sur le live, j'espère que vous allez bien. J'ai une question, comment je peux acheter de la crypto en étant mineur? Bonne question. Il y a plusieurs manières en fait de faire ça. Tu peux soit piquer la carte d'identité de tes parents et t'inscrire à leur place, ou soit passer par des trucs de peer-to-peer ou peut-être le wallet de mon pèlerin aussi, comme il n'y a pas de KYC. Bref, essaye de chercher une plateforme sans KYC. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Bon, Bitcoin, on a connu mieux comme journée. Si vous avez des positions sur Ethereum, si vous faites les foufous, que vous empruntez des Ethereum et tout, faites attention. Il y aura encore un rappel mardi prochain, mais il y a la grosse mise à jour sur le réseau Ethereum qui arrive, et je ferai attention de pas trop emprunter d'Ether. On ne sait jamais ce qui peut se passer à ce moment-là. Dans les cryptos, il y a plusieurs façons d'investir son argent pour accumuler des cryptos. Et une stratégie que vous connaissez sûrement sur le live, c'est le DCA, Dollar Cost Average. Donc acheter petit à petit du Bitcoin, soit de manière quotidienne, hebdomadaire, ou soit quand il y a des retracements par exemple. Et là, j'ai mis en place une stratégie de DCA incroyable. Je suis pas sûr que ça fonctionne bien, on verra. Peut-être que c'est du génie, que je m'en rends pas encore compte. Mais jusqu'ici, ça va, je suis assez satisfait. J'ai fait un petit mémo et tout. Vous voyez, là, vous avez toutes les informations. La règle de base, c'est quoi? C'est d'acheter quand la bougie daily est rouge. Donc, attention, je me fie à l'heure UTC. Donc là, il est 18h09. Ça veut dire qu'à minuit UTC, 2h du matin en France, 2h heure d'été, je regarde la bougie de Bitcoin et je regarde si elle est rouge ou verte. Si elle est rouge, j'achète du Bitcoin. Si elle est verte, j'en achète pas, j'attends le lendemain. Ça, c'est sur le papier. Vous allez comprendre qu'après, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Sur le papier, c'est ça. J'achète juste du BTC si c'est rouge. Et j'en achète plus ou moins selon combien ça baisse. Par exemple, si sur la journée, ça a baissé de moins d'1%, même si ça a baissé de 0,01%, hein, si vraiment la journée commence à 20 000, si elle termine à 19 999,99, j'achète quand même. Posez-vous pas de questions, c'est le but. Alors évidemment, si vous avez un petit budget, c'est pas du tout une bonne technique de DCA. Si vous avez un petit budget, il faut faire un DCA de manière genre hebdomadaire ou mensuelle. Si vous avez plus de budget, je pense que ça peut être un bon DCA. Après peut-être multiplier par 2, 3, 5, 10, 50, j'en sais rien combien d'argent vous avez. Si vous êtes millionnaire, vous n'êtes pas obligé de mettre $2 par jour, vous pouvez mettre un peu plus. Hein. Mais bref, le principe c'est selon l'amplitude, selon la baisse qu'on fait sur la journée, j'achète plus. Il n'y a pas longtemps, on avait fait... j'ai mis le DCA en place il n'y a pas longtemps, mais il n'y a pas si longtemps, vous voyez, on a fait une baisse de 6%. Du coup, j'avais acheté d'un coup $7,5. Bon, moi je mets plus, j'ai mis des petites sommes pour... je sais pas pourquoi j'ai mis des petites sommes d'ailleurs. Bref, c'est ça la règle. Maintenant, on arrive à la faisabilité du truc. Je me suis rendu compte qu'il y a des jours, j'allais me coucher un peu tard, vers 1h, 2h. Et je me disais, bon, s'il est 1h30, qu'on est à 3% de baisse, autant acheter tout de suite. Au pire, ça va descendre un peu plus. Au mieux, ça va remonter. Et finalement, je vais racheter le point bas de la journée. Et dans la plupart des cas, ça n'aura pas bougé en 1 heure. Donc ça, c'est ce que je faisais au début. J'allais me coucher tard, donc j'achetais à ce moment-là. Je me fiais par rapport à la bougie actuelle. Si c'était rouge, j'achetais. Si c'était pas rouge, j'achetais pas. Mais je me suis rendu compte que j'allais pas me coucher tous les jours aussi tard. Et qu'il y a des jours, ça marchait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai mis des ordres le lendemain. Sauf que des fois... Bah vous voyez, on fait des bougies vertes et le lendemain, je peux plus racheter au prix bas. Le truc passe de 19 600 à 20 300. Vous avez raté votre occasion. C'est pas grave. Vous mettez un ordre limite. C'est-à-dire que vous mettez $5, $10, j'en sais rien. Et vous dites, bon, Bitcoin il a clôturé à 19 600. Hop, j'en achète à 19 600. Et si jamais dans la semaine ou plus tard il retombe à ce prix-là, votre DCA aura été fait. En retard, mais il aura été fait. Je sais pas si c'est trop confus ou pas, mais c'est ce que j'ai commencé à mettre en place. Et pour l'instant, ma moyenne d'achat, c'est $20 000 tout pile quasiment. Ça va. J'ai commencé avec un BTC, la première fois que j'en ai acheté, je crois que c'est sur cette bougie-là, celle-ci là, le 24 août, donc dans les $21 000. Premier achat 21 000, moyenne 20 000. Bon là il a 19 000, il fait chier, mais c'est pas grave. Plus il descend et plus je continuerai d'en accumuler. Et mon plan, je le tiens jusqu'au 1er janvier 2024. Je suis persuadé, ça je l'avais dit dans un précédent live, je sais plus quand, persuadé qu'au prochain cycle on n'ira pas aux 100 000 $ sur Bitcoin. Mais si on va aux 80 000, c'est déjà bien, hein. Ça fait x4 à partir d'ici. Bon, on verra bien. Mais il y a un truc qui me chagrine sur le long terme, c'est les frais sur le réseau. Les mineurs, ils sont pas payés par les frais, ils sont payés par les récompenses de réseau. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus les récompenses sur le réseau Bitcoin. Et les frais vont devoir prendre le relais. Et pour l'instant, si les frais prennent le relais, imaginons qu'on retire les récompenses du réseau Bitcoin. C'est le réseau, du jour au lendemain, la sécurité, elle est plus là, quoi. Parce que les mineurs vont devoir débrancher pour être rentables. Ça va être le chaos.
Mais bref, ça c'est des questions sur le long terme. Peut-être que d'ici là, la technologie aura évolué et que ça coûtera plus rien de miner du Bitcoin. Enfin, en tout cas, plus de ressources énergétiques, qu'on aura des mineurs ultra puissants. Je suis pas en 2100. Mais bon, on aura des problèmes bien avant. D'ici 15-20 ans, on commencera déjà à avoir des soucis sur BTC. Et il y a un cercle vicieux en plus qui va se mettre en place. S'il y a moins de frais et que le réseau n'est pas utilisé, les mineurs vont devoir débrancher. Si les mineurs débranchent, il y a moins de sécurité sur le réseau. S'il y a moins de sécurité sur le réseau, il y a des chances que le réseau se fasse attaquer. Si le réseau se fait attaquer, il y a des chances que le prix du Bitcoin se pète bien la gueule, qu'il y a encore moins de gens qui l'utilisent. Bon bref, vous avez compris, c'est un gros cercle vicieux. Faut faire attention. Bitcoin, c'est aussi un moyen, comme les actions, tout ça, de contrer l'inflation. Mais il y a la problématique du minage du réseau sur le long terme qui aura lieu. Pour l'instant, il n'y a pas lieu d'être parce que sur le réseau Bitcoin, il y a toutes les 10 minutes, il y a 6 Bitcoins qui sont donnés aux mineurs, 6,25. C'est pas mal de sous-sous, quoi, c'est un peu plus de 100 000 balles. Mais la hausse du prix de l'électricité risque pas de faire débrancher pas mal de mineurs aussi. Ah oui, ça c'est un dernier point. Et après, je vais arrêter parce que bon, je suis pas non plus pro minage, pro Bitcoin et tout, mais c'est intéressant parce que, encore une fois, le Bitcoin, il fait tourner le marché crypto pour l'instant et je pense qu'on est obligé d'avoir un œil pour l'instant sur Bitcoin quand on s'intéresse à d'autres altcoins ou quoi. Bref, il y a plusieurs types de mineurs. Il y a les mineurs qui vont avoir pas de problème en termes de gouvernement et pas de problème en termes de prix d'électricité. Ça, c'est vraiment les mineurs qui vont rester quand l'électricité aura stonks dans tous les pays occidentaux. Parce qu'il y a un truc avec le minage de Bitcoin, c'est que maintenant, c'est plus des petits particuliers qui font tourner un PC chez eux. C'est des grosses entreprises qui ont des gros serveurs dans des pays où l'électricité, elle coûte rien. Et de préférence quand l'électricité elle est verte aussi. Il y a des endroits où il y a des surplus d'énergie, des barrages par exemple, où on va pas les faire tourner à 100% parce que ils ont pas besoin de donner 100% de leur électricité dans les villes alentours. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller foutre des machines dans ces barrages et elles vont prendre le surplus d'électricité entre guillemets. On va faire tourner les barrages à un régime un peu plus élevé que d'habitude pour pouvoir miner du Bitcoin. Donc certes, il y aura un coût. Je dis pas que tous les mineurs sont comme ça, mais il y a quand même ces mineurs-là, sincèrement, si le BTC descend, même si le prix de l'électricité augmente, c'est les derniers qui resteront parce qu'ils ont les meilleures positions en fait. C'est l'électricité dont on n'a pas réellement besoin entre guillemets parce qu'on entend beaucoup le fait que ouais, le Bitcoin ça pique de l'électricité qui peuvent nous servir à nous éclairer et tout, c'est pour ça que l'électricité est plus chère. Non, c'est pas du tout le cas. Enfin en tout cas, quand on regarde à grande échelle, c'est pas vraiment le cas. Parce que les mineurs qui sont sur des énergies fossiles, ils seront plus rentables dans 10 ans, c'est impossible. Je suis pas un expert du prix de l'électricité, mais je crois que cette électricité verte et tout dans des pays pas possibles, genre en Amérique du Sud ou en Asie, je crois que c'est pas comme l'électricité ici. Il n'y a pas des futurs qui font x150, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, comment on voit le prix de l'électricité sur TradingView ? C'est quoi le ticker ? Parce que en France, il y a le prix de l'électricité en France. Les graphiques que vous avez vu passer, et même moi je l'avais relayé au début parce que j'avais pas réfléchi, c'est des contrats futurs. Ça veut dire que c'est des gens qui spéculent sur le prix futur de l'électricité en France. Mais voilà, peu de chances que ça ait fait x10. Je crois qu'en ce moment, c'est vers 20 centimes le kilowatt, ou 18 centimes, ou 15 centimes, je sais même plus. Dans ces eaux-là, imaginez, c'est 2 euros le kilowattheure. J'ai vu passer une petite news aussi récemment, et il y a plein de gens qui l'ont mal interprété. Alors, Binance ont retiré toutes les paires avec du TUSD, de l'USDC et de l'USDP. Il n'y en avait pas tant que ça. D'ailleurs, j'ai l'article directement de Binance. Il y a plein d'autres choses qui vont être retirées. C'est écrit ici. Tout ce qui est en spot, tout ça. Les paires de stablecoin aussi. Ça dégage. Ça, on verra après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a dégagé ? Sur les futurs et tout. Ça ne nous concerne plus en France parce qu'on n'a pas les futurs. Pareil, les USDC, ça dégage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Les intérêts sur les USDC, ça dégage. Mais voilà, bref, tout ce qui concernait l'USDC, l'USDP et le TUSD, ça dégage. Et les gens se sont dit que ils allaient... Que Binance allait vraiment totalement retirer ses stablecoins. En fait, ils vont faire comme sur FTX, ils vont faire un panier de stablecoins, sauf que ça va être étiqueté BUSD, Binance USD. Bah, ils ont tout intérêt à faire ça, ça va mettre un peu plus leur stablecoin en avant, mais vous aurez toujours la possibilité de déposer de l'USDC, de l'USDP ou du TUSD et d'en retirer en fait. C'est écrit dans leur article, et ça, les gens ont relayé cette news sans la comprendre, sans la lire. Quand j'ai vu des gens dire on n'aura plus d'USDC et tout sur Binance, oui, tu pourras plus les voir, mais ils seront toujours là. Ce sera sous le nom de BUSD, comme sur FTX. Sur FTX, il n'y a pas d'USDC.
T'as juste l'USD. Par contre, sur FTX, ils sont un cran au-dessus parce qu'ils ont regroupé des stablecoins et des vrais dollars. Mais ça a un avantage et un inconvénient de faire ça. L'avantage, c'est que vous avez un ratio de 1 pour 1 assuré. C'est-à-dire que, imaginons, sur la DeFi, ça peut être très utile. Imaginons, vous avez des USDC sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain. Hop, vous en avez sur, j'en sais rien, sur Venus, petit protocole de lending, vous déposez des USDC, vous vous dites, oh, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, 2%, bon, c'est quand même pas dingue, hein, mon livret A, il me fait mieux limite. Ouais, mais bon, ton livret A, il est en euros déjà, et en ce moment, c'est pas terrible. Désolé, petite pique. Je disais, j'ai pas envie de garder mes USDC. Oh, j'ai trouvé un truc de fou à faire avec, j'en sais rien, des TUSD sur la blockchain fantôme. Ce que vous faites, c'est que vous déposez vos stablecoins sur Binance, des USDP, des TUSD, des BUSD, et vous pouvez ressortir sur une autre blockchain avec un autre stablecoin. Et la conversion entre un stablecoin et un autre va se faire automatiquement. Vous déposez 1000 BUSD, vous allez sortir 1000 USDC. Des fois, vous échangez 1000 BUSD contre 999 USDC. Des fois, c'est à l'inverse. Des fois, c'est même avantageux. Vous ratez ça aussi. Vous pouvez passer de 1000 BUSD à 1001 USDC. Là, il n'y aura plus du tout cet arbitrage qu'on peut faire, mais c'est cool parce que vous avez vraiment un ratio de 1 pour 1 assuré. Faut pas oublier quand même qu'il y aura les frais de retrait. Donc, quand vous voulez passer d'une blockchain à une autre, il y aura des frais qui vont s'appliquer, les frais de retrait uniquement. Mais ça va, globalement sur les stablecoins, c'est 1$ grand max, à part si vous retirez sur le réseau Ethereum, on en a parlé vite fait plus tôt, c'est toujours plus cher sur Ethereum. Et ça va pas changer avec The Merge d'ailleurs. C'est pas si mal, moi je trouve que c'est une bonne chose. En revanche, il y aura moins d'arbitrage faisable sur ces stablecoins, et l'arbitrage, c'est une des choses qui permet de stabiliser un stablecoin. Alors de base, là on parle que de stablecoins qui sont backés par des vrais dollars. Ça veut dire que derrière chaque BUSD, il y a $1 en banque entre guillemets, même si c'est pas des vrais dollars. Hein, c'est même l'USDC. L'USDC, je crois qu'il y a 5 ou 6% de vrais dollars derrière, si c'est pas moins encore. Hein, vous n'oubliez pas. Ça empêche de faire de l'arbitrage. Certes, c'est pas censé être un mécanisme essentiel pour stabiliser les stablecoins, mais je pense que sur les gros échangeurs, ça permettait quand même de bien resserrer le prix des stablecoins. On verra, il y aura peut-être, sur la blockchain en tout cas, il y aura peut-être un peu plus d'écart. Et ça c'est cool, parce que ça veut dire que sur la blockchain, sur Ethereum, sur Polygon, sur la Binance Smart Chain, donc sur des trucs comme Uniswap et tout, ou Curve par exemple, Curve qui est spécialisé dans l'échange de stablecoins, il y aura sûrement plus de volume. Qui dit plus de volume dit un peu plus d'intérêt et surtout ça va mettre un petit peu plus la DeFi en valeur. Il y a un projet que je suis qui s'appelle Get Protocol et qui s'intéresse déjà à ça, de remplacer les tickets de concert et tout par des NFT. Quand je vois ce qui se passe en France, je me dis un billet papier ou billet NFT, les gens s'ils ont envie de rentrer en fait, ils en ont rien à foutre, ils rentrent. Donc bon. Et puis, est-ce que c'est une si grande avancée technologie d'avoir un NFT pour aller voir un concert ? Je suis pas convaincu à 100%. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu, Ticketmaster, ça se passerait du côté de la blockchain Flow, vraiment blockchain dédiée aux NFT. Peut-être intéressant, on verra bien ce qui va se passer sur le long terme par rapport à ça. Une news que j'ai ratée parce que j'avais pas fait de live depuis 2 semaines, mais vous en avez peut-être entendu parler, c'est Celsius qui a fait une demande pour pouvoir permettre le retrait de fonds à certains utilisateurs. Je n'ai pas été voir les conditions pour pouvoir retirer des sous sur Celsius parce que j'ai pas d'argent sur Celsius. Je dois avoir 5 centimes d'intérêt parce que je suis sorti la veille avant qu'ils gèlent les retraits. J'ai eu de la chance. J'avais un petit peu de Bitcoin et d'or sur Celsius. J'ai tout retiré la veille. Je sais pas si depuis la demande elle a été acceptée ou quoi. On verra bien. Peut-être bonne nouvelle pour ceux qui ont un peu d'argent sur Celsius, mais ne vous saucez pas trop. Si vous ne recevez rien, voilà. Partez du pire. Il y a pas si longtemps, j'ai perdu beaucoup d'argent sur un protocole. Je suis parti du pire, que j'avais tout perdu. Ils ont fait un plan de compensation, ils ont donné un tout petit peu d'argent. J'ai récupéré genre... combien déjà ? J'avais récupéré un truc comme 6% pour l'instant de ce que j'avais... 6% de tout ce que j'ai perdu. J'ai vu ça comme un airdrop. J'ai vu ça comme de l'argent qui tombait du ciel plutôt que 94% de pertes. Vous voyez ? Arbitrum, mise à niveau Nitro, réussi. Mais qu'en est-il d'une crypto-monnaie native ? On va pas rentrer en détail parce que ceux qui connaissent vraiment pas la finance décentralisée, ça va être barbant pour vous. Mais... on a le réseau Ethereum qui est vraiment le gros réseau qui a amené la finance décentralisée, donc le fait de pouvoir échanger de l'argent, des trucs comme ça, faire des intérêts sur ces crypto-monnaies de manière décentralisée, donc sans passer par une banque ou quoi que ce soit. Ethereum, c'était un des pionniers dans ce domaine. Il y avait un autre projet, Megacoin ou je sais pas quoi, qui était là avant, mais
Voilà, si on n'en parle pas aujourd'hui, c'est que ça a mal tourné pour ce projet. Ethereum est resté, et du coup, il y a eu plein de dérivés, entre guillemets, d'Ethereum. Alors, il y a des dérivés qui s'appellent des Layer 2, qui utilisent la sécurité d'Ethereum, et il y a des dérivés qui sont, comme la Binance Smart Chain, comme Phantom, comme Polygon aussi, c'est pas un Layer 2 Polygon, qui vont reprendre la technologie d'Ethereum, mais en la changeant un petit peu. Voilà. Globalement, ça se passe comme ça. On a Ethereum, les Layer 2 qui utilisent entre guillemets Ethereum et les trucs à côté qui sont un peu comme Ethereum. Et on a une quatrième case avec d'autres blockchains, genre Elrond, Terra, mais Terra c'est mort depuis. Et Arbitrum, c'était un Layer 2. Et récemment, on a eu Optimism qui est aussi un Layer 2 et qui ont lancé leur crypto-monnaie. Il y a eu un airdrop, il y a des gens qui ont du coup pu récupérer des tokens OP d'Optimism et ils se portent relativement bien. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après du token Optimism. Et il y a pas mal de gens qui parlent d'un potentiel airdrop aussi sur Arbitrum. Alors, pour être honnête, les gens en parlaient avant l'airdrop d'Optimism. Hein. Ça date pas d'hier. Ça fait assez longtemps. Je suis pas sûr à 100% qu'il y en aura un, personnellement. Mais dans le doute, ce qui est cool, c'est que là, Arbitrum, depuis leur mise à jour, les frais ont baissé. Les frais sont pas chers du tout. Faire une transaction sur Arbitrum, c'est moins cher que sur la Binance Smart Chain. C'est entre 5 et 10 centimes globalement. Allez, peut-être 20 centimes dans le pire des cas. Le délire, c'est que les frais ont baissé sur Arbitrum. Donc c'est le moment d'utiliser cette blockchain. Je vous invite à aller voir des tutoriels, comment ça marche et tout. Si vous connaissez rien du tout à la DeFi, j'ai commencé à faire des tutoriels sur ma chaîne. Bref, il y a plein de contenu sur Internet pour apprendre la finance décentralisée. Et Arbitrum, il y a plein de choses qui existent dessus. On a quoi ? 18% d'intérêt sur l'USDC ou 18% d'intérêt sur du Bitcoin ? Vous trouvez ça intéressant ou pas ? C'est pas mal, c'est pas dégueu. Pour l'instant, il y a quelques protocoles sympathiques dessus, il y a des choses à faire. D'ailleurs, on peut les retrouver, les protocoles, sur DeBank. Vous allez sur debank.com, l'onglet More, l'onglet DeFi List. Là, vous avez un bouton Arbitrum et vous pouvez voir tout ce qui existe sur Arbitrum. Ah, il y a Stargate aussi. Ça, c'est un bridge pour le coup. On peut mettre des cryptos et les passer d'une blockchain à une autre. C'est le multivers. C'est le multivers des cryptos. On a quoi d'autre comme gros protocole ? Balancer, j'aime bien. Bref, il y a pas mal de choses qui existent. Et ça m'amène maintenant à Optimism. Optimism, ils ont lancé leur crypto, comme Arbitrum. Mais Optimism, comment ils ont lancé leur crypto ? Ils ont d'abord donné une partie à la communauté, aux gens qui avaient utilisé la blockchain, les bridges, enfin les outils qui étaient mis à disposition par Optimism. Une partie de ces gens-là ont récupéré des tokens OP, il y en a plein qui les ont vendus au début, hein, ça se voit, regardez, il était à 1,50$, il était à 50 centimes, il est remonté tout de suite après par contre. Ma théorie, c'est que c'est un bon token pour la suite. Pas de conseil en investissement, pas de boule de cristal, mais regardez, avant Optimism, on avait Matic. Matic, c'était la même chose. Ils ont fait pareil. En 2021, ils ont fait beaucoup d'incentives. Ils ont donné des Matic à des protocoles comme AAV, que je vous ai montré encore une fois juste avant. Et vous allez voir aussi pourquoi AAV, vraiment, je ne prends pas cet exemple pour rien. Vous alliez sur Polygon et quand vous déposiez par exemple des USDC ou des Ethereum ou n'importe quel crypto, vous aviez des intérêts en Matic en bonus. Du coup, ça vous donnait un intérêt d'aller utiliser cette blockchain-là. Vous pouviez récupérer un peu plus de sous en utilisant des protocoles qui existent déjà, qui ont déjà un grand nom dans la DeFi. Donc là, c'est pareil avec Optimism. Ils font la même stratégie. C'est-à-dire qu'ils donnent des tokens OP à des protocoles, comme AAV, encore une fois. Si on va sur AAV Optimism, vous voyez, si je dépose du DAI, j'ai 3% d'intérêt en DAI et 0,80% d'intérêt en OP. C'est pas des gros intérêts, mais regardez l'argent qui est déposé. Il y a 417 millions de dollars en DAI. Sur l'USDC, il y a 725 millions de dollars. Vous vous doutez bien que si on divise par 10 l'argent qui est déposé, on multiplie par 10 les intérêts en OP. Hein. Y a des grosses baleines qui ont vu qu'il y avait des intérêts bonus et elles se sont dit je vais pas laisser ça aux petits planctons là qui ont 1000 balles dans leur wallet. Moi je vais tout récupérer, je vais tout rafler et les OP je vais les garder. Je pense que les baleines voient ça d'un bon oeil et se disent je vais récupérer le plus de OP possible, je vais pas les revendre et peut-être que ça fera comme Matic. Alors, je dois vous dire un truc. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions de marché. Matic, quand ils ont fait ces incentives, quand ils ont poussé les gens à utiliser leur blockchain en donnant
des sous littéralement, on était dans de bonnes conditions de marché. On était début 2021 et début 2021, pour ceux qui étaient là, ça fusait sur les cryptos, ça faisait que monter de partout, n'importe quoi monter. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions de marché. Mais c'est pas une si mauvaise chose, parce que certes, sur un mois on se pète la gueule sur Bitcoin, mais sur 6 mois, on n'a pas l'impression de se péter la gueule, on a l'impression que c'est assez stable. En fait, on a fait le plus gros de la baisse. Si je prends encore plus de recul, vous voyez, la baisse elle est de plus en plus ridicule sur un mois. Plus on prend de recul, et plus on relativise. Plus on se dit que ça va, le plus gros de la baisse est derrière nous. Alors, il y a des gens qui diront, faut jamais dire jamais, peut-être qu'on ira à 10 000 $ sur Bitcoin, peut-être que les cryptos c'est finito, on verra bien, peut-être que ça arrivera. Mais, moi j'ai forcément mon biais optimisme, j'y crois, j'aime bien la technologie, et je préfère garder mon point de vue de, au pire ça descendra encore un petit peu, mais globalement la technologie reste et dans les prochaines années, il devrait y avoir plus de gens qui s'intéressent encore aux cryptos. Et ce serait une bonne idée de commencer à accumuler du optimisme. Sur la blockchain, c'est magnifique. On peut voir ce que les gens font. Allons sur AAV, allons voir ce que les gens font. Est-ce que ma théorie de les baleines gardent des sous ne serait pas exacte? Est-ce que les baleines ne garderaient pas leur argent? Là, j'ai cliqué sur AAV, je vais pouvoir voir cette adresse qui a le plus de sous sur AAV Optimisme. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, il a déposé des ETH et du Bitcoin et il a emprunté des USDT. Et ces USDT, il a été les redéposer. Je pense que ça se passe comme ça. Il avait peut-être déposé des USDT au début. On s'en fout. Et vous voyez, il a 842 OP en reward. Il n'y a pas touché pour l'instant. Sur son wallet, il n'y a pas grand-chose. On peut aller voir plus loin. Est-ce que les OP, il les revend? Qu'est-ce qu'il en fait? Claim rewards. Il les réclame, ces rewards. Il les a réclamés il y a 4 heures. Et il les envoie à une autre adresse. Qu'est-ce que tu fous, mon cochon? C'est quoi cette adresse? Qu'est-ce qu'elle fait cette adresse? Ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y a rien sur cette adresse. Ah non, c'est pas 40 tokens OP, c'est 40 000. Merde, 40 000 tokens optimisme. Ah oui, et du coup, depuis 4 heures, là, en 4 heures seulement, il nous a fait 941 $ d'intérêt, le gars. En 4 heures, il a fait la moitié de votre salaire mensuel, voire même plus de la moitié. En 4 heures. Du coup, il a envoyé 40 000 optimismes sur cette adresse. Sur cette adresse, il a renvoyé les tokens OP sur une autre adresse. Pourquoi il a fait ça? Je veux voir ce qui s'est passé avec ces putains de tokens. Qu'est-ce qu'il en a fait? Ah oui. Et du coup, les tokens optimisme sont arrivés sur cette adresse. Il y en a 11 millions. À mon avis, ils sont pas prêts de bouger. Il y a aussi 35 000 Ethers. Et ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit. Le gars accumule les OP qu'il y a sur AAV en ce moment pour les accumuler, pour les garder. C'est le but. Et moi, j'essaye de faire pareil. Je regarde où est-ce qu'on peut gratter des OP et je les garde. Pour l'instant, j'ai un exemple d'un gars qui a gardé ses tokens OP, mais peut-être qu'il y en a qui les revendent ou lui, il fait quoi? Bon, lui, il a même pas l'air d'y toucher pour l'instant. Il a mis des sous sur AAV, il bouge pas. Il a 3 000 $ d'intérêt, très bien. Il y en a qui se font plaisir. Qu'est-ce qu'il a, lui? Encore des USDC. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a plusieurs adresses, hein. C'est exactement les mêmes types de transactions. Ça, les 2 dernières adresses que je viens de vous montrer, 100% c'est... Ok, 100% c'est... Pourquoi ça vient de cette adresse-là? Oh, j'ai pas envie de me casser la tête. J'étais sur D-Bank, il y a un filtre optimisme, on peut voir tout ce qui existe. Et j'ai vu Rubicon, je connaissais pas du tout. Et regardez ce qu'il y a sur Rubicon, c'est magique. Vous allez être sur le cul. Dans l'onglet pool, on peut déposer des sous-sous. Alors, vous voyez que les APR peuvent être négatifs. On va en parler un petit peu après. Mais regardez en dessous, on a des intérêts bonus en OP, 16% sur l'USDC, 21% sur le DAI. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je crie. 45% sur le SNX. Bon, alors là, c'est pas un stablecoin, j'en ai pas, donc je me tournerai pas vers le SNX, mais voilà, 16%, 20% sur des stablecoins. Trouvez-moi 20% d'intérêt sur des stablecoins. Et le truc, je le surveille depuis un peu moins d'une semaine et ça a pas bougé quasiment. Je crois que sur l'USDC, c'était à 17-18%. Ça a dû baisser un petit peu parce que vous voyez qu'il y a un peu plus de sous sur l'USDC que sur le DAI. À mon avis, il y a des gens qui ont ajouté des liquidités dessus. Promis, c'est pas moi. Et vous pouvez même, comble du comble, optimiser vos intérêts sur l'optimisme en allant les redéposer. Vous voyez, vous avez des intérêts bonus aussi sur le token OP. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, comment ça marche Rubicon? J'ai été lire la documentation, j'ai pas bien compris. C'est un bail de... Ils apportent des liquidités pour qu'elles soient échangées. C'est ça qui fait qu'on peut avoir un APR variable. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Mais globalement, en ce moment, on peut voir la moyenne sur 30 jours, moins 2%. Et la moyenne sur 7 jours, c'est moins 0,01%. Donc globalement, sur 7 jours, vous pouviez déposer vos USDC, ça n'a pas bougé. Vous avez juste récupéré les intérêts bonus en OP. C'est cool, c'est vraiment cool. Sans oublier que... mais il précise pas si c'est un APR ou si c'est vraiment un rendement sur les 7 jours. Parce que c'est important. Si vous aviez perdu 2% sur les 30 jours, c'est pas pareil que si c'est 2% annualisé.
Parce que si les 2%, il faut les annualiser. S'ils ne sont pas déjà annualisés, il faut multiplier par 12 et là, ça fait 30% de perte. À mon avis, les pourcentages sont déjà annualisés parce que ça m'étonnerait que le truc vous fasse 30% de perte quand même. Prenez toutes vos précautions. C'est pas un conseil en investissement. Il y a des risques. Dernier protocole, moins risqué. Mais voilà, moins vous avez de risques, moins vous avez d'intérêt. C'est toujours comme ça. Vous avez Pool Together. Sur Pool Together, vous allez apporter des sous-sous et tous les jours, il y a un tirage au sort. Il y a 4802 $ qui sont distribués. Alors, c'est distribué comment? Il y a une personne qui va gagner 1010 $, 12 personnes qui vont gagner 20 $, etc., etc. Étonnamment, il y a un lot à 17 $. Il y a plus de gens qui vont gagner 17 $ que de gens qui vont gagner 5. Pas bien compris pourquoi, mais je m'en fous, c'est pas mon problème, c'est limite avantageux je trouve, mais il y a quand même des millions de dollars qui sont déposés, donc vous attendez pas trop si vous arrivez avec 50 balles à gagner la loterie, c'est pas impossible, mais les chances sont pas de votre côté, ok? Donc quand même, plus une stratégie qu'il faut faire avec quelques centaines, voire milliers de dollars pour être vraiment sûr d'avoir des gains qui rentrent. Mais dans tous les cas, que vous mettiez 50 $ ou 1000 $ ou 2 $, vous allez avoir des intérêts en OP. Et les intérêts sont relativement faibles, hein. C'est 5% annualisé, mais c'est plus élevé, c'est 5 fois plus élevé du coup que sur AAV qu'on a vu juste avant. Sur l'USDC, c'est 0,78. Voilà, donc là, certes, vous n'avez pas d'intérêt directement sur vos USDC, mais bon, sur AAV, il y a quand même plus de 2% d'intérêt, c'est pas mal. Imaginez, vous restez dessus pendant 3 mois, il y a encore des intérêts pendant 3 mois, et vous aviez eu 5% d'intérêt annualisé sur des OP. Mais en ce moment, le OP, il vaut 1 $. Imaginez, le OP il fait x5. C'est comme si vous aviez eu des intérêts 5 fois plus élevés si vous vendez tout à 5 $. Si vous vendez tous vos intérêts à 5 $. C'est comme si vous aviez eu des intérêts à 25%. Alors avec des si on refait le monde et tout. Mais encore une fois, moi ma stratégie c'est j'essaye d'accumuler du OP comme je peux en allant sur des protocoles qui en distribuent pour les revendre plus tard. Parce que ma thèse c'est qu'ils vont prendre de la valeur. Dernière chose que je voulais voir concernant la DeFi, c'est notre petit projet BXH. Et oui, BXH qu'on connaît très bien, que je vous passe toutes les semaines, qui est un protocole de la DeFi qui vous donne des intérêts juste délirants sur des stablecoins, et ça n'a pas fini. Regardez-moi ce qui se passe. Là, on est sur la blockchain OKX par exemple, 40% d'intérêt sur du BTC, 40% d'intérêt sur de l'Ether, 38% d'intérêt sur de l'USDT. Ça fait des mois que ça dure. Et sur la blockchain de OKX, sur Avalanche et sur la Binance Smart Chain, vous êtes récompensé dans le token BXH. Alors pour ceux qui suivent cette aventure toutes les semaines, vous avez déjà vu ce qui ne va pas avec le token du BXH. Ce qui est fou en fait, c'est que normalement, quand vous avez un projet comme ça qui vous récompense dans une crypto, les gens ils vont aller vendre cette crypto pour récupérer leurs intérêts, vous voyez? Et du coup, en vendant cette crypto, ça va exercer une pression vendeuse sur la crypto et ça va baisser son prix. C'est mathématique. On peut aller voir le cours de ce token sur DexGuru. Je vais voir sur DexScreener, pardon, parce que je trouve que c'est plus complet que DexGuru. Et là, on a le BXH sur... Ouais, on est sur la Binance Smart Chain et regardez-moi ça. Ça fait que monter. Et ce qui me rend fou, c'est que ça fait que monter depuis mai 2022. Donc depuis 4 mois. Et c'est même pas fini. Ce qui me rend encore plus fou, c'est que j'en ai parlé il y a plusieurs mois sur ma chaîne. Le token était à 9 centimes. Là, j'en ai parlé il y a 3 mois. Le truc valait 9 centimes dans la vidéo. 24 centimes. Stonks. Fait que monter. Et vous croyez que c'est tout? Mais c'est pas tout. Quand il était vers 20 centimes, juste ici, là, attendez, je vais vous montrer. Je me souviens, ça avait baissé fortement et le lendemain, je me suis dit, je vais acheter un petit peu de B, ou le surlendemain, je sais plus, mais c'était vraiment par là. Je me suis dit, je vais acheter un petit peu de BXH et je vais aller le mettre dans la pool de liquidité. Ce que vous voyez sur la OKX Chain, il y a une pool de liquidité BXH USDT. Elle donne 74% d'intérêt en BXH. C'est n'importe quoi. C'est ouf. C'est vraiment des intérêts de zozo. Et je me suis dit, allez, je fais le foufou, je mets 500 balles dedans. Je mets 500 balles sur cette stratégie. Donc 250 $ que je convertis de stablecoin à BXH et 250 $ que je laisse en stablecoin. Finalement, je reste quelques jours. Genre, je sors je sors par là. Je suis rentré vers 20 centimes, je suis sorti vers 20 centimes. Mais entre-temps, j'ai fait des intérêts. Donc, voilà. Globalement, j'ai pas perdu d'argent sur les BXH que j'ai achetés. Je les ai revendus. Il s'est rien passé, j'avais 500 $ de base d'investissement, je suis ressorti avec 500 $, à plus ou moins 2-3 centimes, sincèrement, mais j'avais mes intérêts à côté. J'ai dû me faire 3-4 balles sur quelques jours. Et voilà, le karma fait que, je sais pas, je l'ai mal senti, je me suis dit non, ça peut pas durer, 20 centimes c'est psychologique, ça va descendre. Non, ça continue, ça continue, on est à 24 centimes, ça me rend fou. Ça s'arrête jamais. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va se mettre en daily, même pas en weekly. Toutes les semaines, tous les mardis, quand je vous faisais un live, ça augmentait de 1 centime à peu près.
voyez, là on était à 16 centimes, là on était à 17, là on était à 18, ça n'a pas bougé, là on était à 19, là on était à 20, j'avais pas fait de live justement cette semaine-là, et en fait on s'est lâché quand on était à 19 centimes, quasiment 20, je crois, 19 ou 20 centimes, on était dans ces eaux-là. Et là on est à 24 centimes, là on s'en fout, on a monté plusieurs centimes d'un coup. Qu'est-ce que... Ça s'arrête jamais, et ça me rend fou parce que c'est comme ça sur toutes les blockchains, vous voyez, BXH sur la Binance Smart Chain, sur OKX et sur Avalanche. Il fait que monter sur ces 3 blockchains. Et là ça m'amène au dernier exemple qui est encore plus dingue, c'est sur la UOB EcoChain. Vous voyez qu'il n'a pas le même prix, il vaut 6 centimes à peu près. Mais si on regarde son graphique, là je suis en 4 heures, c'est la même, il fait que monter, Mais sur la UOB EcoChain, vous croyez que c'est comme ça? Vous croyez qu'il vous récompense en BXH? Non. Ils vous récompensent en USDT. C'est que là, ils se sont dit, on n'en a rien à foutre. Là, on vous paye même pas dans notre token qui fait que monter, on vous paye directement stablecoin, comme ça, vous êtes sûr. Hein. Pas de pression vendeuse. On sait pas d'où ils sortent les USDT, mais on vous les donne. J'en ai aucune idée de comment ils continuent à imprimer de l'argent comme ça. Regardez tous les jours ce qu'ils donnent. C'est pas énorme, certes. Il y a 800 balles par-ci, 90 balles par-là, 1500 balles par-là. Sur la BSC, on a quoi? Alors c'est en BXH, donc faut multiplier par 5, faut diviser par 5, mais là on a 2000 balles par-ci, 600 balles, 700 balles par-là, 500 balles par-là, enfin, par jour, hein. Petit à petit on additionne ça, ça fait quand même pas mal d'argent qui est distribué par jour. Et il y a 56 millions de dollars sur la plateforme. Enfin, c'est jusqu'où ils vont aller? Comment ils font? J'ai aucune idée d'où sortent leurs putains d'intérêts. Parce qu'à mon avis, le prix du BXH, c'est pas magique. Ça doit être BXH qui, j'en sais rien, ils arrivent à gagner de l'argent et le réinvestissent dans leur token et ils vous récompensent dans leur token. J'en ai aucune idée de comment ça marche, mais ça me rend fou. Je suis persuadé qu'à un moment, ça va s'arrêter, il va y avoir un gros souci, mais je continue de regarder ça et j'ai toujours un peu de sous-sous dessus. Je voulais vous parler vite fait de Realty. Et je vais être totalement honnête avec vous, je suis pas neutre à 100%. Certes, j'ai le droit de dire ce que je veux sur Realty, mais je suis quand même en partenariat avec eux. Mais ça va être vraiment le tuto pour vous expliquer comment on utilise le marché secondaire et comment on utilise le RMM. RMM, c'est comme AAV que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déposer des cryptos et en emprunter par-dessus. Sauf qu'au lieu de déposer des cryptos sur le RMM, on va déposer des tokens de propriété, on va déposer de l'immobilier et pouvoir emprunter des sous sur de l'immobilier, vous voyez. C'est beaucoup moins simple que ça en a l'air. Donc si jamais vous êtes déjà sur le projet Realty, si vous avez des galères par rapport à ce marché secondaire ou quoi, samedi, il y a une vidéo qui va sortir sur le sujet. J'en dis pas plus, mais c'est le tuto ultime sur Realty. Il m'avait proposé de me filer genre 1 ou 2 tokens de propriété dans le mois pour faire un giveaway. Et je leur ai dit non, c'est pas trop mon truc. Du coup, à la place, je prends carrément dans ce qu'ils me donnent pour le partenariat, je prends dans cet argent pour vous en donner. Et là, j'avais prévu de faire un petit giveaway ce soir. Pour le coup, ça, je vais vous le mettre dans le chat. Hop, j'ai l'onglet du live là qui traîne. Il est où mon giveaway? Tac. Et je vais vous filer 60 balles. 60 balles, ça peut vous permettre d'acheter un token sur Realty, si ça vous intéresse. Alors, vous n'êtes même pas obligé d'aller les investir sur Realty, mais c'est le but de la manœuvre. Et ça se répétera sûrement. Je pense que j'en referai d'autres tant que je suis en partenariat avec eux. N'hésitez pas à aller remplir le formulaire et je vais filer 60 XDAI à quelqu'un. Pourquoi je vous donne des XDAI? Parce que sur Realty, on peut acheter des propriétés. D'ailleurs, en ce moment, il y a celle-ci, il y en a encore à vendre. Putain, 1 million elle vaut de base. Bref, grosse propriété. Là, on va être exposé à l'immobilier, donc il y a des risques qu'il n'y a pas sur la DeFi. Des risques qu'il y ait des problèmes sur l'immobilier, qui prennent feu ou je sais pas quoi. D'ailleurs, ils ont une propriété qui a pris feu Realty et ils ont bien géré. Il me semble, j'ai eu des très bons échos par rapport à ça, qu'ils avaient bien géré le truc. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, s'ils ont racheté les tokens ou je sais pas quoi, ou si les assurances elles ont backé, qu'ils ont pu racheter les tokens. Bref, de toute façon, on peut voir comment c'est détaillé et vous voyez qu'ils payent des assurances. Hein. Là, quand même, sur la grosse bâtisse, il n'y a eu que 850 balles d'assurance par mois. Je trouve que c'est pas excessif. La blockchain XDAI coûte pas cher en frais. Ça coûte même pas 1 centime. Putain, je devais dire ça depuis tout à l'heure. Pourquoi je vous donne des XDAI? Parce que c'est avec cette crypto qu'on paye les frais sur la blockchain Gnosis. Anciennement, cette blockchain s'appelait XDAI. Maintenant, ça s'appelle Gnosis. Mais on paye pas les frais dans le token GNO. Parce que Gnosis, ils ont leur crypto. Mais non, vous en faites pas. C'est pas parce que la blockchain maintenant, c'est la Gnosis Chain qu'on paye les frais en GNO. Non, on paye toujours les frais en XDAI. Et ça, c'est un gros avantage qu'il y a sur cette blockchain.
Les frais se payent en stablecoin. Au moins, il n'y a pas de surprise. Realty, c'est pas Uniswap ou quoi. Realty, c'est centralisé derrière. Et ça utilise la technologie de la finance décentralisée. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui opposent la finance décentralisée, genre aller faire des intérêts sur PancakeSwap et compagnie, avec la finance traditionnelle, genre le livret A, tout ça, les assurances vie. En fait, c'est pas deux mondes à part. C'est juste deux outils qui sont différents, mais qui cohabitent dans l'écosystème finance, quoi. Pour moi, vraiment, la DeFi, c'est pas à l'opposé de la finance traditionnelle. Tout ça, c'est un peu dans le même monde. Et là, on a des projets comme Realty, il y a sûrement d'autres choses dans d'autres domaines, je connais pas tout, hein, mais qui se servent des outils qu'on a sur la DeFi pour proposer des projets qui sont un petit peu des hybrides, entre guillemets. Roulement de tambour, on lance le tirage au sort, qui gagne les X-DAI. Et c'est M1 Massac, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, ou Mi Massac. C'est pour toi, ça sera envoyé tout de suite en fait. Enfin non, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de montrer la transaction, pour pas vous montrer les adresses. Mais ça a coûté, en frais, en termes de frais, ça a coûté 0,404 XAI. Pour vous dire à quel point c'est une blockchain qui coûte pas cher. On se retrouve mardi prochain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Passez une bonne soirée, bonne rentrée à tous. Et c'était un plaisir de faire ce live.